France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, merci d'être avec nous, c'est vendredi aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre, j'espère que vous allez bien, c'est parti jusque 18h avec l'équipe de choc du vendredi, ils sont là, Tarek Mami est avec nous, bonjour Tarek. Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux Marseillais qui doivent avoir un peu plus de soleil, parce qu'ici il fait froid. Ouais. Ouais, ça y est, on est rentré. Ça va, Morad? Ça a été dur. La semaine dernière, j'étais à fond, hein. J'étais dans un état un peu second. En tout cas, bonjour à nos auditeurs. Ouais, bonjour à tous nos auditeurs. Je vais pas tacler évidemment sur ce qui s'est passé hier soir à Marseille. Quoi, 7-1? Non, 7-1, bon ça, on a l'habitude maintenant, ça y est. Hein? Marseille 7-1. Non, pas à Marseille, non, vous êtes pas encore qualifié, quoi, je veux dire. Ah, moi je m'en fous de l'OM. Ouais. Ah d'accord. Ah bah c'est bien. Parle-moi de mes enfants, parle-moi de ma famille après. Ah ça, il est devenu parisien là, il met de la distanciation. Vous avez vu un petit peu? Vous avez vu un petit peu comme ils émigrent super rapidement les Marseillais. Et il faudrait que l'on voit Christophe vivre à Marseille pendant quelques mois. Il y a un problème. On peut savoir s'il parle comme ça du PS. Il y a un problème de fond à Marseille. C'est pour ça qu'il commence à me lasser. J'ai plus trop envie d'en parler. C'est qu'il y a des joueurs de grand talent qui l'année dernière jouaient à Monaco, comme le petit Valère Germain, qui est une pépite. Et pour des raisons de personnel de l'entraîneur, on fait jouer un joueur grec qui arrive même pas à courir après le ballon, qui nous a coûté 15 millions, qui est blessé et qui a marqué un but. C'est la blague du siècle. C'est honteux, voilà. Bon, ils ont perdu le grand joueur Vera, ou comment ça s'appelle. Non, on n'avait pas fait Timo Gomis qui mettait 20 buts par saison. Non, mais je parlais des non, celui qui met des coups de pied là. Vera, oui, c'est lui. Evra a marqué Evra. À mon avis, il a pas dû il a dû se tromper dans le sport en tout cas. Non, mais tu vois le gars comme il s'en fout, il touche des millions et c'est là que c'est désinvoltant et c'est insultant pour tous ceux qui peuvent supporter l'OM. C'est que le gars 3 jours après son éviction, il a rien trouvé de mieux que de partir à Los Angeles et se filmer en train de tracter un 4x4. Ouais, et avec sa fameuse phrase I love this game. C'est honteux. Bon, allez, c'est parti jusque 18h. On va laisser tout ça de côté parce qu'il y a quand même des choses beaucoup plus graves dans l'actualité. On va consacrer une grosse partie notamment sur l'international et sur le Moyen-Orient parce que là, Tarek, c'est un véritable jeu de poker menteur pour le coup. Là, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous avez trouvé la belle formule. Et même plus. Non, mais c'est ça. Moi, j'appelle ça le billard à 10 bandes. Voilà. C'est-à-dire que. C'est quoi? C'est même plus un billard américain, là. Voilà. Vous connaissez le billard à 3 bandes. J'ai écrit un papier il y a quelques jours. C'était 3 bandes. On croyait voir. Et là, si on compte, on est à plus de 10 bandes. Parce qu'il y a, pour faire simple, et puis on passe au programme que vous avez établi, cher Christophe. Donc, il y a en gros l'Arabie Saoudite. Le Liban, ça c'est l'apparence. L'Iran, avec laquelle il y a le problème. La Russie. Non, attendez, qu'on fasse dans l'ordre. Le Yémen, à cause de quoi on se bat. Les États-Unis qui soutiennent. Israël qui se met derrière. On est déjà à 6. Alors si vous rajoutez effectivement la Russie, la Chine, les autres intérêts, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, la Chine, c'est important d'en parler parce que pendant que tout le monde s'agite et se fait la petite guerre, la Chine elle a réouvert la voie ferroviaire, la fameuse voie de soie, le chemin de la ligne de soie. Oui, et les premiers trains sont arrivés en France depuis la Chine. Et tenez-vous bien, ils sont 2 fois plus rapides que les bateaux pour le même prix. Bon, alors il y a autre chose qu'il faut rajouter avant que Christophe nous rechoppe la parole. La Chine, elle, a demandé il y a pratiquement 6 mois à l'Arabie Saoudite. La Chine est le plus grand acheteur de pétrole aujourd'hui de l'Arabie Saoudite. Ils font comme avec le fer aussi. Ils rachètent on aura l'occasion d'en reparler, messieurs. Non, mais 5 secondes. Et là, il leur dit, nous, à partir d'une certaine date, on ne paiera plus en dollars. Et la vraie bataille, elle n'est pas Iran, Arabie Saoudite, elle est dollar, yuan, qui se cache derrière, et les Chinois toujours discrets. Et la Chine qui détient la dette américaine en plus. Voici le programme pour aujourd'hui. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum poussé par l'Arabie Saoudite, la Ligue arabe estime dans un communiqué que le Hezbollah est un parti terroriste. Qu'implique ce texte, le Hezbollah déclaré parti terroriste par la Ligue arabe? Quelles conséquences? C'est ce que nous tenterons de comprendre tout à l'heure. Invité Ousmane Timéra tout à l'heure à l'occasion de son appel international pour la lutte totale contre l'esclavage, les discriminations et l'exploitation dans le monde musulman. Les entreprises privées peuvent désormais interdire le foulard à 3 conditions. Le Grand Forum fait le point sur cette décision qui suscite une certaine inquiétude. La question LGF du jour: MBS aurait offert 20 millions de dollars à Mahmoud Abbas pour que soit signé l'accord de paix israélo-palestinien initié par Donald Trump. L'autorité palestinienne doit-elle accepter un accord qui ne donne aucune garantie sur le retour des réfugiés palestiniens? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2, la page Facebook, et sur Twitter LGF officiel.
Enfin, et pour finir, tout à l'heure, Libertad, en fin d'émission, vous avez la parole, alors prenez-la au 01 40 33 9000. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Les débats ont déjà commencé hors studio, hein. C'est en antenne plutôt, c'est formidable. Avec Mourad Goual, Tarek Mami et notre ami Ousmane Timera aussi qui est arrivé, qui va nous parler de son appel d'ici quelques instants. La question du jour, je vous la rappelle, normalement elle devrait susciter, normalement l'unanimité pour le coup. MBS qui aurait, parce qu'on emploie le conditionnel évidemment dans toutes ces affaires, aurait offert 20 millions de dollars à Abbas pour que soit signé l'accord israélo-palestinien initié par Donald Trump. L'autorité palestinienne doit-elle accepter donc un accord plutôt qu'une garantie sur le retour des réfugiés palestiniens? Vous répondez oui ou non. Alors sachez que sur Facebook on est à 12% de oui qui estiment que la Palestine, enfin les autorités palestiniennes devraient accepter ce traité de paix israélo-palestinien initié par Trump, je le rappelle, contre 88%. Dans vous nous expliquerez, cher Christophe, qu'est-ce qu'il y a, parce que votre question elle est judicieuse, mais derrière il y a rien. C'est des phrases qui circulent dans une partie de la presse. C'est pour ça. On y reviendra 5 secondes. Donc, mais la Palestine pour 20 millions d'euros, donc c'est ça. Non, mais c'est pire que ça. Mais on ne dit pas de quoi il s'agit. On parlera tout à l'heure du fond. Ouais, parfait, très bien. En tout cas, 12% de personnes disent que oui, devraient accepter. Sur Twitter, c'est 10% de oui contre 90%, donc on va dire grosse majorité qui disent que non. Évidemment. On gagne les élections avec 90%, Christophe. Ah oui, oui, dans certains pays, oui. En Algérie, oui. Il n'y a pas qu'en Algérie, hein. Il n'y a pas qu'en Algérie. Juste un mot quand même sur ce drame. C'est un véritable drame qui a touché encore l'Égypte dans le Sinaï aujourd'hui. Une mosquée a été attaquée ce matin. On en est à 235 morts. Alors, cher Christophe, dans ce pays, les Valls et compagnie, parce que maintenant tout est sur la table, confondent islam, musulmans, islamistes. Et moi je résumerais... terroristes aussi. Oui, terroristes et djihadistes. Voilà. Et tout ça, c'est la même chose. Donc, je résumerai la dépêche à cette phrase: des terroristes takfiristes, dits islamistes, ont assassiné 285 musulmans. Peut-être que ça sera clair dans la tête de quelques-uns. Non, mais je la répète au besoin, parce que je veux dire, ce 285, on ne compare jamais, et je le dis plus que 10 fois, 1000 fois, 100 000 fois, on ne compare ni le drame, ni le nombre de morts. Quand vous voyez le nombre de morts qui sont passés en Europe, et vous voyez ce qui s'est passé uniquement dans une opération aujourd'hui, et que vous allez avoir à peine une dépêche, et vous n'avez pas les plateaux sur le terrorisme takfiriste, parce que ce n'est pas c'est pas du djihadisme tout ça, nous qui savons ce que c'est, et moi ça me tue que ce genre de choses va passer clairement comme un tweet hier qui incitait les membres de la communauté juive que dès qu'on vous dit Aziza, vous répondez Tariq Ramadan. Donc voilà. Mais ça s'est passé comme ça sur Twitter, hein. Voilà, non mais c'est ça. La consigne. Faut que tu te mettes à Twitter, Ousmane. Voilà. Non, mais à Twitter ça me saoule. Non mais en tout cas Aziza et derrière Tariq Ramadan. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons, comme l'a dit le responsable du CSA du Liban, un problème de presse, de communication, de liberté de presse, et je suis heureux moi qu'on soit là tous les vendredis et en fait tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pour qu'on puisse au moins non pas dire nous avons raison. On libère la parole en fait. On dit voilà ce qui se passe, voilà une autre lecture de la même dépêche. Christophe, si est-ce que tu peux me donner 30 secondes en parlant de justement de la communauté juive? À Marseille, il y a eu quelque chose qui s'est passé cette semaine. Oui. Il y a eu des magasins dans un quartier juif du centre-ville, à la rue Roux de Brignoles, qui ont été tagués. Trois magasins. Ouais. Le week-end dernier, je crois. Et le dénouement a été très rigolo, et ça fait 2 fois que ça se produit à Marseille. Donc c'était des tags, c'est vrai qu'ils étaient très jolis, ça me surprenait. Très beau. Moi j'ai vu. Ça me surprenait de voir qu'on écrive juif comme ça sur des vitrines avec autant d'applications. Et il s'avère que le tagueur en fait était un jeune issu de la communauté juive locale, et c'était juste sa signature. Il s'appelle Juif. Tout à fait. Et voilà. Mais ça a été monté encore avec beaucoup d'émotions, en épingle, avec tout le monde qui s'est mêlé. Comme si le mot juif était aujourd'hui en soi antisémite. On se fait confixer le vocabulaire. Quand on dit juif, vous avez fait un acte antisémite. Et on se fait confisquer le vocabulaire. Là, vous avez usé votre quota là pour aujourd'hui. Je me tiens. Sur les juifs ou sur la liberté d'expression? Sur juifs. Alors on va passer maintenant à un sujet très principal, le sujet principal en tout cas qui nous intéresse. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors beaucoup me reprochent, oui, vous parlez toujours que du même sujet, du Moyen-Orient, mais parce qu'il se passe quand même des choses assez extraordinaires. Il y a des enjeux importants. Alors notamment cette interview dans le New York Times de MBS, vous l'avez vu ou pas? Non. Dans lequel il dit que le gardien de l'Iran est comparable à Hitler.
et qu'on ne veut pas laisser Hitler prospérer dans le Moyen-Orient pour qu'il se passe la même chose que ce qui s'est passé en Europe. C'est pour ça qu'aujourd'hui il faut absolument arrêter, stopper. Alors ça a commencé évidemment par divers projets de l'Arabie Saoudite, notamment et de la Ligue arabe, on sait qui a bien été poussé par l'Arabie Saoudite pour le coup, pour rendre le mouvement Hezbollah, le parti Hezbollah, mouvement terroriste. C'est la Ligue arabe qui a voté à l'unanimité pour le coup. Quand on voit ce qu'elle pèse. Et même ce qui est, peut-être que Tarek va peut-être nous donner une explication là-dessus, on a vérifié, l'Algérie a voté pour. Pourtant, l'Algérie avait quand même une politique, on va dire, franchement, pas pro-iranienne, mais en tout cas plus du côté de l'Iran que de l'Arabie Saoudite. Et là, elle s'est rangée et a voté pour. Alors aujourd'hui, il y a eu en fait deux motions mises au vote, voire trois. L'une sur le Liban, l'autre sur Hezbollah et la troisième sur effectivement Hezbollah, le Liban et l'Iran. Et aujourd'hui, la situation. D'abord, un mot sur la Ligue. Ce n'est pas la Ligue des pays arabes. Ce sont des représentants délégués. Non. Le titre de la Ligue, c'est la Ligue des États arabes. Donc la Ligue des États n'est pas la Ligue des pays, n'est pas la Ligue des peuples. Et ça, ça fait 20 ans qu'on attire l'attention. Ce qui fait que aujourd'hui, imaginez qu'il y ait sur les 26 États, 25 qui sont pour un camp CAMP. Oui. Ben, ils prennent toutes les décisions comme ils le veulent. Donc ce n'est pas, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de parlement, il n'y a rien. Donc c'est et puis financièrement, tout le monde aujourd'hui plus ou moins dépend de l'Arabie Saoudite malheureusement et du Qatar, parce que le Qatar qui a toujours eu de très bonnes relations avec le Hezbollah, lui aussi a voté pour la motion Hezbollah. Mais Pourquoi Tarek? C'est là qu'on a du mal à comprendre finalement. Mais parce qu'aujourd'hui tu votes ou tu sors de cette ligue, ou tu la casses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils disent de toute façon, ça ne change rien. Je vote avec ma main droite. Et je téléphone à Hezbollah pour lui dire si tu as besoin de moi, je finance. Moi, si vous me permettez, j'ai une autre lecture. Je pense qu'il faut quand même regarder ce qui se passe dans cette région en termes de politique de déstabilisation et le rôle des États-Unis, de la Russie dans cette affaire. L'Iran est à la Russie, c'est qu'Israël est aux États-Unis. Et dans les deux cas, nous avons un projet d'expansion qui, si elle se fait sur le dos des pays arabes. Et l'Iran, clairement, a une politique de restauration, ils l'ont dit, de l'Empire perse. Or, leur présence en Irak, parce que la destruction de l'Irak, ceux qui tirent les marrons du feu dans cette affaire, c'est, grâce aux États-Unis, c'est l'Iran. Et la déstabilisation, ce qui se passe aussi au Liban, en Syrie, se fait aussi dans le compte de l'Iran. Et les pays arabes... Et bien sûr, c'est l'Iran qui a déclenché tout ça. Non, c'est pas l'Iran qui a déclenché. Les deux sont des marionnettes. Non, mais dans les deux cas, comme je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai cité les deux puissances. Oui, non, mais... Il y a une volonté de déstabiliser l'ensemble de la région. Il y a des sous-acteurs, entre guillemets, là-bas, l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui jouent un rôle d'hégémonie. Les deux, de toute façon, n'auront jamais l'hégémonie dans cette région. Et au résultat, en tous les cas, ce sera une déstabilisation complète de l'ensemble de la région pour d'autres acteurs qui sont présents. Je termine juste. Même la Turquie. Pardonnez-moi. C'est qu'aujourd'hui, dans cette région, ceux qui se pensent être de véritables acteurs ne sont que des acteurs secondaires. Ne sont que des marionnettes. L'Iran jamais n'aura la possibilité de mettre en place son fameux empire. Et il finira par s'écrouler. Au même titre que les Arabes qui sont incapables de s'unir d'une part et se tirent dans les pattes les uns contre les autres. Tout ça dans un contexte de post-printemps arabe où il y a une contre-révolution qui bat son plein. D'où les conflits, entre autres, qu'il y a contre le Qatar. Je termine juste là-dessus. La politique offensive et agressive de l'Iran fait peur, en fin de compte, aux États arabes qui sont présents. Le problème, c'est que leur réaction, elle n'est ni sage et ni efficace de fait. Ils font peur de quelle manière? Pourquoi ils font peur de quelle manière? L'Iran ne fait pas peur aux États arabes. Mais pourquoi? Vous vous rendez compte de ce qui se passe là-bas? Non, mais on va faire l'envers. Parce que l'Iran est en train de dire... Les milices chiites, elles jouent quoi comme rôle en Iran, en Irak? Pardon. Parce que l'Iran est en train de dire, je veux restituer l'état de mes frontières et de mon pays. Non, l'Empire perse. L'Empire perse, c'est ce qu'il y avait avant les colonisations. C'est pas légitime, ça? Non.
c'est pas L'empire légitime. perse, c'était avant ce qu'il y avait l'islam. Avant l'islam. Oui, et alors, c'est Non, pas non. légitime. Non, mais, Non, c'est moi- pas légitime. moi- Et alors, Pas sur le dos des autres peuples. Non, mais moi j'ai une c'est question. Tariq Fahmy, simple. Tariq Fahmy. Non, mais Ce sont des excuse- ennemis, c'est pas des excusez-moi. Mais le problème, c'est le nationalisme à deux balles des uns et des autres dans Parce cette que ça ne marche affaire. pas, parce qu'il faut parler de l'ethnie, pas d'un nationalisme. Excusez-moi, Tariq. je viens d'écouter une leçon de géostratégie à l'envers. Ah. À l'envers. Alors je voudrais la remettre à l'endroit. Ah bah, allez-y, allez-y. Allons-y, je vous Trois écoute. grosses phrases. Oui. La première, quelles étaient les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran chiite du temps Exécrable. du temps du Shah Ah, jusqu'à pardon, excusez-moi, jusqu'à pardon. l'arrivée de Khomeini. Il faisait l'échec. Khlas. Y a pas de souci. Grand 1. Oui, oui. Donc tout d'un coup. Les deux étaient des bases Non, non, mais je m'en américaines fous. de toute Non, mais je façon. m'en fous. Ouais. Mais moi je prends l'histoire pour ce qu'elle est pour faire de la géostratégie. Ouais. Et donc, ces chiites qui étaient très bien, des jours au lendemain sont devenus des ogres. Des ennemis. Non mais des ogres. Ouais. Deuxième étape. Parce qu'il y a une Non, Ouais, bah, allez-y, excusez-moi. allez-y, pardon. Deuxième étape. Il y avait un petit dictateur, un grand dictateur, Saddam, qui a fait la guerre à ce tyran chiite pendant 8 ans pour arrêter d'éventuelles progressions. Ah non, c'était un bout de mer. Ils se battaient pour un bout de mer. Non, non, ça c'est avec le Koweït, mon ami. Non, L'Iran non, aussi, oui, il y avait- non, mais- il y avait une En tout frontière cas, limitrophe non, avec la mer aussi. Il y a la guerre pendant 8 ans. Ok. Iran-Irak, oui. On Non, sait mais tout ce qui attendez. était derrière, ça donne Voilà. Attendez. Bon. Qui vient casser ce dictateur qui se bat et ouvrir les vannes? Moi j'ai pour habitude, donc c'est les Américains, Avec l'appui de l'Arabie Saoudite. l'Arabie Saoudite qui ont mis Devant le en micro-tartre. clair entre les mains Voilà. l'Irak entre les mains de l'Iran Oui. qui demandait que ça. Oui. Donc à la limite. C'est pour ça que la petite guéguerre de Trump contre l'Iran, c'est de la façade. Non, mais on continue. Les faits sont pas là. On continue. J'ai pour habitude dans cette émission de rappeler quelque chose, de dire, messieurs, avant de parler géostratégie, prenez la carte physique d'un pays Ouais. et regardez. Il y a les pipelines. Non, mais Il y je a m'en le fous du gaz. pipeline. Moi, Mais je te ça parle, compte aussi. je te parle de la géographie physique. Oui, je vous écoute. Bon, sur la géographie physique, il y avait combien de frontières entre aujourd'hui Israël et l'Iran? Il n'y en avait pas beaucoup. Ah bon? Il n'y en avait pas autant. Il y avait... Si, non, il y avait la Transjordanie. Non, Il y avait la non, il y avait- Jordanie, il y avait la Syrie, Non, il y avait quoi non, il y avait deux pays. Ouais. Il y avait l'Irak Ouais. plus la Syrie pour arriver à la frontière de la Palestine occupée et d'Israël. Je suis d'accord, ok. Aujourd'hui, les Iraniens, ils sont où? Ils sont directement à la frontière. Ouais. Qui les a amenés? Ce sont les bêtises des Américains et des Israéliens qui ont tout fait pour Et sauter. des Arabes aussi. Non, non, mais je parle Tu en peux pas termes te de... dédouaner. Je ne te donne rien. D'accord, mais ne m'en continue, prends pas continue. comme disait l'autre le point des détails. Moi, je parle de géostratégie. D'accord. Il y avait deux pays qui faisaient que l'armée iranienne ou les milices chiites ne pouvaient arriver aux frontières de la Palestine historique. Aujourd'hui, celui qui a cassé ces deux pays, ces deux frontières, c'est les Américains, Israël et si vous voulez les Saoudiens. Je n'ai pas la même lecture que vous. Non mais géographique, moi Non, je non, ne mais- fais oui, pas mais- de truc. La géographie, c'est après, faut l'interpréter. Voilà, C'est votre interprétation, je suis pas d'accord. Et j'en termine sur ce truc. Et donc, aujourd'hui, vous jouez, comment dire, aux boules, et vous enlevez tous vos défenseurs de boules, et vous voyez l'Iranien qui arrive avec ses boules pour jouer toujours un peu plus avant. Et vous dites, attention, il veut revenir à l'Empire perse. Non. Attention, non mais c'est ce que vous avez dit. Non, dans j'ai votre- pas dit ça. dans- Et moi, je suis pas Donc, perse ou arabe, je m'en fiche de cette affaire. Non, non, Je dis juste que le jeu que jouent les différents acteurs ne va pas dans le sens de l'intérêt de la région. Ah, mais c'est normal. D'une part. Mais ça, on est Attendez, d'accord, on est d'accord. Et d'autre part, les deux sont soutenus par des grandes puissances qui ont des intérêts géostratégiques Mais- là-bas. mais ils ne sont Deuxièmement, ils ne sont j'ai pas soutenus- fini. Ils ne sont pas soutenus de la même manière. parce J'ai pas qu'aujourd'hui, fini. Moi, je préfère avoir la caution et la protection de la Russie que de l'Amérique. Non, non, peu importe. Non, non. Bah, Qui est protégé par autrui est soumis et n'a pas de souveraineté. Mais on est soumis. Et Ah bon Ah oui. non, Alors, n'a il- pas de souveraineté. N'a pas de Il souveraineté. se trouve que l'Iran fabrique ses balles pour faire simple. Non, Ils en font Et pas que besoin, n'a pas de- l'Arabie Saoudite achète les balles qu'elle Très Alors, bien, l'Iran, ou moi ce que je vais juste terminer, j'ai expliqué juste, vous avez dit pourquoi est-ce qu'ils votent, l'Algérie par exemple vote pour considérer le Hezbollah comme étant un mouvement terroriste. Ça surprend. Je dis juste, Non, mais je l'Algérie dis- a voté, je c'est dis pas- surprenant. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je dis qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, Tout à fait. où ils pensent qu'ils sont en danger, à tort ou à raison, qu'ils sont en danger par rapport à la volonté hégémonique de l'Iran. Ils ont eux-mêmes avoué. Et Ils veulent mettre en place l'Empire perse, ils l'ont dit. Oui, Ils l'ont même inventé. et Mais pourquoi l'Algérie, pas pour l'hégémonie Est-ce qu'ils ont américaine? raison ou tort, ça c'est Et une autre pourquoi pas affaire. l'hégémonie américaine Je pense que qui l'Iran, perd la moi guerre? je pense que, On parle pas en même temps, les gars. je pense que la stabilité de la région Je te mets à l'aise. et la paix pour la région Il y en aura ne jamais. peut se faire. Non, mais en tout cas, on peut essayer de penser pour Non. un objectif. Je vais te Parce dire que un ce qu'on truc. veut, c'est la stabilité L'objectif et la et la paix. question Elle n'est pas centrale, possible c'est la sans les Palestine. Iraniens. Elle n'est pas possible sans les Iraniens, sans les Turcs et sans les Arabes. Pour l'instant,
le rôle que la Turquie a essayé de jouer avec les Arabes, quand bien même la Turquie a un certain nombre de contentieux historiques avec les Arabes. Le rôle qu'a essayé à un moment de jouer, le rôle qu'a essayé de jouer, attendez. Elle joue avec la Russie, elle joue pas avec les Arabes. Pardonnez-moi. Oui, je vais juste terminer. Oui. Je dis juste que le problème, c'est que la tentative de la Turquie de faire un travail avec les Arabes, c'est soldé. Notamment avec la Syrie, avec le soutien avec la Palestine. Alors, on va reparler de la géostratégie avec la Syrie. Pardonnez-moi, il faut juste que je termine, après je vous laisse. Non, mais attendez. Pardonnez-moi. Je vais terminer. Les Syriens sont pas arabes. Je vais terminer. Extraordinaire. Emploie les bons mots, ils sont perses. D'accord, j'emploie les mots que je veux. Mais juste, je termine. Ça me fait un peu réfléchir. D'accord, juste. À défaut de me faire rigoler. D'accord, rigoler, mais après que j'ai terminé ma phrase. Si vous permettez, bien sûr. Je vous en prie, oui. Mon analyse, tout simplement, c'est que pour qu'il y ait paix et stabilité, il y a un intérêt commun entre les différents peuples de ces régions. Pour les peuples, oui. Donc, Turcs, Kurdes, Arabes, et Perses, et les sunnites et les chiites. Et juifs. Et bien sûr, les juifs et les chrétiens qui sont dedans. De s'unir et de sortir du nationalisme étroit qui a plongé cette région-là dans l'instabilité dans laquelle on est. Sinon, on s'en sortira pas. On a compris que ton paradigme, c'est le nationalisme. Moi, je vais te dire un truc. Non, je suis contre le nationalisme. C'est ça qui a foutu en l'air. Je vais te dire un truc. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, je vais te dire, ces pays-là, c'est encore plus simple que tu ne le penses. Autant on peut être d'accord sur le fait que l'Arabie Saoudite, les Qataris, les Émiratis, tous ces pays-là ont un enjeu religieux, à savoir géostratégique. Je finis. Il y a de l'argent dans cette affaire. Non, mais ça, justement, je finis. Eux, on a un intérêt primaire, c'est de contrecarrer l'avancée du chiisme, parce que le chiisme, aujourd'hui, est toujours minoritaire, mais par la force de la démographie, ils progressent. Par contre, l'Algérie, eux, ils s'en foutent du chiisme. On s'en fout, nous, en Algérie ou au Maroc. C'est par idéologie, mais par solidarité. Non. Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie, elle a besoin de remplir ses classes. Et un conflit contre l'Iran larvé qui durerait très longtemps, fera augmenter de manière très très sensible le cours du pétrole. C'est Question Tarek Mami, par rapport à l'affaire Hariri. Oui. On rappelle vite fait, donc il était en Arabie Saoudite, forcé et contraint donc de présenter sa démission. Pris en otage. Emmanuel Macron est venu en express à Riyad, il est venu à Paris, puis est retourné au Liban, et puis finalement, il suspend sa démission. C'est le président. Qui a gagné ou perdu dans cette affaire? Est-ce que Hariri a tenté de jouer un coup? Non. Hariri s'est retrouvé Hariri est d'abord un jeune playboy dans le bon sens du terme occidental. Il n'était pas préparé à faire de la politique. Il s'est retrouvé, lors de l'assassinat de son père, dans une situation inextricable pour sauver à la fois ce qu'on appelle le leadership sunnite en Liban, excusez-moi, et les affaires de son père et l'argent de son père et la société OG. Et son frère, Eddin, qui est donc que l'Arabie Saoudite voudrait aujourd'hui introniser, est connu pour être radical, mais dans tous les sens du mot, et dans tous les trucs. Ouais. C'est c'est quelqu'un qui se maîtrise pas, qui part dans tous les sens. Et donc le conseil de la famille Hariri a fait introniser Saad comme héritier, malgré lui. Et Saad s'est retrouvé à apprendre à faire de la politique, lui qui était un playboy dans le sens occidental. Dans cette affaire, Saad, comme tout être humain à mon sens, s'est retrouvé humilié. Et comme dit notre grand coureur, malgré, à l'insu de son plein gré. Il a un problème avec la société, il a un problème avec le nouveau roi, le prince héritier. Il l'appelle, il lui dit, tu viens, t'as rendez-vous demain avec le roi, c'est urgent. Et donc lui, il dit à toute sa famille, je vais aller régler le problème de la société OG, et j'y vais. Il arrive en Arabie Saoudite, et il est mis en garde à vue, cher monsieur Osman. C'est-à-dire qu'on lui enlève son téléphone, sa ceinture, ses lacets, et on le met dans un coin et on lui dit tu attends. Après on l'amène devant une télévision avec un texte écrit, il demande à le lire une ou deux fois pour s'habituer au texte, et on l'insulte, lui dit t'arrêtes pas à lire, tu lis en direct. Et donc si tu veux, il faut pouvoir supporter les chocs. Et s'il n'était pas ou français ou tellement près des Français, parce que demain il lève la main, il a sa nationalité française, s'il n'était pas protégé par les Français, il serait mort. Et c'est ce qui se dit aujourd'hui en Arabie Saoudite, à Beyrouth, que si Macron n'était pas allé le soir même pour dire je vais la ramener avec moi, peut-être que M. Hariri a un accident. Et donc Hariri, mais pas que le fait qu'il soit encore aujourd'hui Premier ministre. Non, mais aujourd'hui donc il se trouve dans une situation où il est forcé de prendre les décisions. Or les décisions qu'il va prendre sont très difficiles. S'il démissionne,
Ça veut dire que les Saoudiens... Il est mort. non, mais ça veut dire que, pas physiquement, politiquement. Mais s'il démissionne, ça veut dire que les Saoudiens ont gagné et qu'il n'y a plus d'État au Liban. S'il refuse, c'est sa vie à lui qui est en jeu, ses enfants qui sont là-bas, qui sont encore là-bas, Et sa femme aussi. et sa femme, non, sa femme est avec lui. Il l'a ramené, ouais. Il l'a ramené. Ses enfants qui sont en Arabie et sa richesse. Et donc, en fait, aujourd'hui, on pourrait dire, et l'histoire est paradoxale, merci Monsieur Aoun. Monsieur Aoun qui lui s'est battu contre la présence des Syriens quand il était donc général et quand il s'est enfui pour venir ici. Il est à Marseille. Et merci à Hezbollah, parce que c'est Hezbollah qui a donné l'ordre de soutenir le retour de Saad al-Hariri. Et Saad al-Hariri hier a pris une décision extraordinaire qui n'est pas sa décision mais qui est celle du président Aoun, qui lui dit pour des raisons constitutionnelles, je vous demande de reporter pour qu'on puisse se réunir ou discuter. Et ce message a été très mal reçu, très bien reçu par les Saoudiens, qui pour le moment, avec l'affaire Hariri, c'est au moins 1 partout, sinon 2-1. Moi, pour répondre à la question de Christophe, c'est le Liban qui a gagné. Hein. Oui, non, mais le 1 partout, c'est-à-dire, ils l'ont pris en otage. Mais ça n'a pas joué un coup, Tarek? Il n'a pas tenté de jouer un coup? Aujourd'hui, à la sortie. Oui. Pas quand il était là, oui, non, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis en termes de foot, c'est 1 partout, otage, homme libre, et 2-1 à Hariri, qui retrouve de sa superbe pour pouvoir mais vous pensez que Hariri, ou même le Liban, parce que vous dites que le Liban, il aurait démissionné, il y aurait plus d'État au Liban, mais de fait, il n'y a plus d'État au Liban. Si. Parce que sa démission n'a pas été... Attendez, parce qu'on est on garde l'apparence. Moi, je regarde des faits. Non, mais, les faits. Constitutionnellement, il y a un gouvernement. Non, mais je m'en fiche de la Constitution, je vous parle pas de ça, moi. Moi, je vous parle pas de... Dans les faits, il n'y a plus personne, on est d'accord. Dans les faits, oui, un État, un pays étranger qui arrive à kidnapper le premier ministre d'un autre pays, à le forcer. Non. Attendez, j'ai pas terminé. Parce qu'il a la nationalité saoudienne. Pardonnez-moi. Oui, ça, c'est la difficulté de la chose. Pardonnez-moi, Ousmane, je suis désolé, je vais devoir te couper parce que j'ai la pub. Voilà. Et ça, tu sais qu'on peut rien y faire. Par contre, je suis en colère, les enfants. Je suis en colère, les gars. Il faut qu'on soit discipliné, quand même. Oui, en plus, déjà d'une. Et de deux, je suis en colère parce qu'il y a, comment il s'appelle d'ailleurs, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite ou le président de la Ligue Arabe ou je ne sais quoi d'ailleurs. Il est quoi? C'est quoi son chapeau, son étiquette? Il y a 2 chapeaux. Il y a l'ambassadeur. Il y a la pub, non? Oui, voilà. Tu m'as coupé, là, une seconde. Christophe. Il y a l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Paris et l'ancien ministre de la Justice qui est aujourd'hui le président de la Ligue des droits islamiques. C'est celui-là dont on va parler parce qu'il a fait des sorties. Bon, à mon avis, il les a pas fait par hasard et on lui a demandé de les faire. À tout de suite. LGF sur France Maghreb de retour avec Mourad Goual, Tarek Mami et Ousmane Timera qui est là aussi aujourd'hui pour nous parler dans un instant de son appel. On va lui donner la parole pour son appel contre l'esclavage, le racisme, les discriminations dans le monde musulman. Je voulais vous dire pourquoi je suis en colère. Parce que j'ai dit cette phrase, la voici. C'est un pays interdit le port du voile et l'obligation de se voiler est levée. Cette question du voile ne touche pas le dogme de la religion, a dit monsieur Alissa, qui est donc le président de la Ligue des États arabes. Non, des États islamiques. Oui, des États islamiques. Voilà. Qui est saoudien. Bien sûr. Voilà. Ce même monsieur est accompagné d'ailleurs de l'ambassadeur saoudien, a été à la grande synagogue de la Victoire hier soir. Exactement. Et évidemment tout ça mis en lien avec ces rapprochements et ces supposés millions aussi proposés à Israël de la part de l'Arabie Saoudite pour aller justement s'attaquer au Hezbollah, à l'Iran, etc. Enfin, tout ça commence à faire beaucoup sur le fait que, par exemple, pendant des années, Tarek Mami, Ousmane, je pense que Tarek est plus habilité pour nous en parler parce qu'il est un peu plus ancien que nous, tous ici autour de cette table. Il est plus vieux que nous quand même. Mais c'est pas parce qu'il est plus vieux qu'il est plus habilité à en parler. C'est des arguments à 2 balles là. Je suis désolé, sérieux, Ousmane. Il est plus informé, qui connaît mieux, qui a plus de dossier. Mais moi je parlais pas d'âge. Moi je conteste. Peut-être, mais contester. Laissez-moi juste finir. Pendant des années, Tarek Mami, sur les pendant des années, les Saoudiens nous ont envahis avec leurs fatwas, limite pour la longueur de la barbe, pour des trucs à 2 balles, franchement qui ont pollué vraiment l'ensemble du monde musulman avec ces savants aussi qui apparaissaient dans les télévisions. Je vais pas vous ressortir des fatwas aussi dégueulasses les unes que les autres. Bref, aujourd'hui, se retournent complètement sur ce qu'ils ont toujours prôné et mettent, j'allais dire, un gros coup de poignard, c'est comme ça que je le ressens, à tous ces musulmans qui vivent en Occident. Ça veut dire quoi avec cette phrase-là finalement, dans un pays où on ne peut pas, on s'est interdit de se voiler,
ne vous voilez pas. C'est clairement le message envoyé. Ce deux éléments, cher Christophe. D'abord, cette phrase démontre une seule chose, c'est que jusque-là, islam et politique étaient intimement liés pour les wahhabites, pour l'Arabie Saoudite. Ouais. Aujourd'hui, que le jeune prince a décidé, entre guillemets, de vendre une image positive de l'Arabie Saoudite, il faut qu'il reconstruise tout le discours. Sauf que cette reconstruction ne fait pas, comme dirait notre ami Osman Temera, à la suite d'une réflexion de table ronde, de la production d'arguments. Non. Mais ça se fait sur un coup politique. Un coup politique. Et ce coup politique serait aujourd'hui de faire plus royaliste que le roi, plus islam du milieu que le Maghreb, que le Sénégal. Deuxième chose, il veut avoir l'assentiment de l'Occident pour... Bon, je suis France-Maghreb, donc je n'utiliserai pas de mots, je dirais vulgaires. Il veut envoyer un message de modernité tel à rendre ringard tous les autres, y compris le Qatar, qui a une autre vision du monde. Et donc, c'est une phrase qui n'est pas une phrase religieuse, c'est une phrase politique prononcée par quelqu'un qui occupe indéniablement un poste religieux, le président de la Ligue des droits islamiques. Alors, ceux qui ont cru, et là c'est Jacques Chirac qui parle, ceux qui ont cru depuis 30 ans dans les promesses de l'Arabie Saoudite, dans la promesse de ses fatwas, que ceci est halal, ceci est haram, ils viennent de découvrir que la promesse n'engage que ceux qui les écoutent. Exact. Mais en tout cas, ça a de quoi faire réfléchir, Mourad. Je sais pas, moi. Tu les as vus, toutes ces fatwas. Tu les as vus quand même. L'importance de l'Arabie Saoudite, justement, dans les messages passés en matière de religion. Aujourd'hui, ils sont en train de te dire l'inverse de ce qu'ils ont toujours prôné. Moi, je vais plus loin que la question que tu poses, parce que je me mets à la place de toutes ces filles qui sont battues. Exact. De manière sociétale, de manière personnelle, de manière familiale, de manière féministe, pour dire j'ai le droit de porter ce voile, et qui se sont battues contre tous. Et aujourd'hui, on leur dit, mais attends, si en France, parce qu'en fait, ce propos qui a été tenu par le président de la Ligue islamique, en fait, dans l'absolu, ramène une notion qui est dans l'islam, dans le Coran, qui dit, là où tu vis, tu t'adaptes aux règles locales, quoi, on va dire. Ah non. C'est pas ça dans le Coran, ça, mon ami. C'est une tradition. Non. Mais fini. Mais fini. On laisse finir, pardon. Il est dit que le droit dans le pays, non, il est dit dans le droit dans le pays dans lequel tu vis et le droit qui s'applique à toi. Donc ce monsieur dit, si en France on vous dit que le voile est interdit, eh ben ne le portez pas. Et je me mets à la place de toutes ces filles qui depuis 20 ans supportent tous les jours les remarques, d'être montrées du doigt, de passer dans des émissions face à des fourestes pour qu'on leur parle de ce maudit foulard ou de ce beau foulard, ça dépend de quel côté on se poste. Je me dis, je me mets à leur place et on fabrique des schizophrènes, quoi. On fabrique encore des musulmans démontés, quoi. Est-ce qu'il y a des courants au sein de l'islam qui risquent d'être un peu ennuyés avec ce retournement de situation? Le Coran wahhabite que ce monsieur représente. Et les Algériens. Non, mais moi, je pense qu'il faut, si on peut interpréter de façon politique le propos de ce monsieur, moi je pense qu'il faut aborder la chose de manière beaucoup plus posée et moins politicienne. Le problème, c'est oui ou non d'abord, est-ce que le Coran demande à ce que les femmes musulmanes portent un voile? Ça, c'est le débat d'abord. Ouais. C'est la base. C'est la base. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, est-ce que c'est un élément fondamental qui vaut la peine de se battre et d'endurer tout ce qui a été enduré pendant les 30 années qui viennent de passer depuis 1989? Le problème, c'est que nous sommes face à une élite, à une communauté musulmane qui agit sur émotion. Très émotive. Je sais, connaissant Tarek, qui va être d'accord avec vous. On peut mener des combats et tenir pendant 40 ans et puis après découvrir qu'en fin de compte, ça valait pas la peine. Et c'est ce qu'on est en train de découvrir, en fait. Et ça fait mal. Donc, il y a des gens qui me le disent. Ils disent, Ousmane, écoute, nous, on est des combattants antiracistes. Ton idée philosophiquement, théologiquement, ça tient, mais on peut pas le dire, tu peux pas le dire parce que politiquement on va tomber. Mais le problème, c'est que moi, en tant que penseur, je suis pas là pour faire plaisir à tel et tel camp politique. Il faut réfléchir là-dessus. La question du voile, je l'ai déjà dit. Du foulard. Elle est pas voile, foulard, parce que dans la terminologie même islamique, parce qu'on l'appelle hijab. Hijab, ça veut dire voile. Mais le problème dans le Coran, c'est que quand il parle du hijab, il parle pas du voile. Il parle pas de l'habit. Il parle du rideau qu'il y a entre les femmes du prophète alayhi salatu wa salam dans leur demeure et les hommes. Mais après, on a pris ce terme-là, on l'a mis pour l'autre passage qui dit jalabi bihinna, leur grand manteau qu'ils portent sur elles. Mais même ceux-là, le Coran dit qu'ils doivent le rabaisser. Rabaisser quoi? Rabaisser le voile pour qu'on les reconnaisse.
Donc le but c'était qu'on les reconnaisse et qu'on leur fasse pas de mal. Donc tout cela, on est dans un embriglio idéologique et théologique qui fait qu'on n'arrive pas à prendre les choses clairement. Moi, pour ma part, ce que ce monsieur dit, il n'a pas dit autre chose que ce que le moufti de l'Égypte, le cheikh d'Al-Azhar avait dit à son époque. Tantawi, quand Sarkozy, rappelez-vous, était parti le voir. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Celui-ci avait dit, ça n'est pas une obligation pour les femmes musulmanes en terre non musulmanes, c'est comme ça qu'il avait dit à peu près, de porter le voile, notamment quand l'État l'interdit. Il ne fait que répéter ce que d'autres avaient dit. Non mais si vous permettez, donc, ça fait mal au cœur politiquement, parce qu'il y a eu des combats, il y a des gens qui ont gâché leur vie avec cette affaire. Mais religieusement parlant, les amis, je le dis et je le répète, il faut à un moment donné, oui, mais les deux sont liés. Philosophiquement, théologiquement, si c'est pas une obligation, faut qu'on revoie nos positions. C'est la question que pose Christophe et que je partage par ailleurs, c'est cette prise de position qui est une prise de position politique, qui confirme qu'en Arabie Saoudite, la religion est politique. Mais l'individuel, cette prise de position, elle n'est pas collégiale. Elle n'est pas collégiale. Est-ce que les ulama de l'Azhar... C'est son opinion à lui. Non, mais ils sont en prison. Ah oui, c'est vrai. Le ulama de l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, ils sont en prison. Non, mais indépendamment pardonnez-moi, mais c'est pas ce monsieur, ni l'Arabie Saoudite, qui dit que, qui a fait croire à tout le monde musulman que ceci était une obligation. C'est une ancienne tradition. Non, c'est sa position. Mais dans l'ensemble du monde musulman, tous les savants ne sont pas à la botte des Saoudiens, et la majorité des savants disent que c'est une obligation. Mais ils ne sont pas, ils n'ont pas entendu le Wahhabi. Ça c'est intéressant ce que tu dis. Attends, pardon Mourad. Non, je dis que là, vous êtes en train de dire que au fond, moi j'ai pas de sympathie particulière pour l'Arabie Saoudite, ni pour le wahhabisme. Mais je dis juste que il faut pas amalgamer. Ça n'est pas à cause de l'Arabie Saoudite que les musulmans pensent que c'est une obligation. C'est une tradition, voire la majorité des musulmans. D'où vient le droit canonique qu'on applique au Maghreb, en Afrique et en Europe? Une bonne il n'y a pas l'Arabie Saoudite. Depuis à peu près 50 ans, la seule idéologie dominante qui tourne avec l'argent, c'est celle de l'Arabie Saoudite, et c'est celle-là qui a pris le dessus. Elle vient se greffer sur des traditions existantes dans les différents pays dits musulmans ou islamiques, mais c'est l'argent de l'Arabie Saoudite qui a fait que cette idéologie est devenue une espèce de... L'affaire du voile n'est pas une affaire idéologique. Non, parle pas. Ça n'a rien à voir avec le wahhabisme. Ça a à voir avec la compréhension de l'islam que la majorité des gens ont, parce qu'ils suivent des savants anciens qui disent avoir un consensus sur le sujet. Qui a été propagé par l'argent saoudien depuis 50 ans et depuis l'indépendance d'Algérie, pour faire simple. Tarek, Ousmane, puisque toi, je pense que tu as une culture religieuse qui est un peu plus éveillée en tout cas que la mienne, les imams français aujourd'hui qui officient dans les mosquées françaises, pas les imams français, les imams qui officient dans les mosquées en France, on va dire qu'à 80% ce sont des imams qui viennent du Maghreb. D'accord ? Oui. Leurs références religieuses, elles sont amenées par qui leur fournit la structure théologique qui leur permet de faire des danses le vendredi? Pour les imams algériens, c'est d'Arabie Saoudite. Tout arrive d'Arabie Saoudite. Pour les Tunisiens et les Marocains, là, tu vas trop rapidement. Non, je finis. Qui fait une relecture des ouvrages qui sont mis à disposition de ces chiites? Personne. C'est-à-dire qu'on a des livres qui arrivent d'Arabie Saoudite, qui sont rédigés par des gens dont on ne connaît même pas le degré de compétence. Il y a des traductions, et tu le sais mieux que moi, qui n'ont rien à voir avec les versets originels, et qui arrivent dans les... Moi, je suis d'accord, oui. Moi, je pense qu'il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et ça vient de l'Arabie Saoudite. Mais je dis que pour diagnostiquer, il faut bien diagnostiquer. Le Maroc, par exemple, n'est pas lié idéologiquement, et n'est pas tributaire sur le plan de la production de la théologie de l'Arabie Saoudite. Non, mais ils ont leurs propres oulémas. Mais leur propre tradition. On parle de l'islam en France. Oui, mais l'islam en France est particulièrement influencé par l'islam marocain aussi. Et algérien majoritairement. Les frères, si vous permettez, on n'est pas en train de faire une émission sur le dogme. Non, mais je finis juste sur le plan politique. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi et où ce monsieur qui n'a aucune qualité par ailleurs pour s'exprimer en France. Mais c'est le seul à être libre aujourd'hui. C'est sa qualité. Mais personne est-ce qu'il s'est exprimé en France? Il s'est exprimé à Paris ce matin. Et oui, c'est I24 qui a relayé les faits. Ah d'accord, pardon. Non, mais c'est pour ça. Donc il dit ça quand même dans un contexte particulier. En plus, un problème avec le voile. Après la visite d'une synagogue. Il dit pas, parce que là le problème, il a qu'à visiter même une caverne. Le propos il est pas là. Le propos il est que moi j'ai deux positions. Au nom de la République, on n'a pas à forcer les femmes qui pensent qu'il faut porter le voile à l'enlever. Ça va contre les droits de l'homme, et toutes les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent. De l'autre côté,
si à un moment donné on se rend compte qu'il n'y a pas d'obligation religieuse à ce que les femmes portent le voile, qu'il s'agit d'une tradition culturelle, il faut le dire aussi. Alors, si vous Dans les permettez, deux cas, il faut dire les choses. Ça, on a un peu de vous mal, permettez. Tarek. On a un peu de mal avec ça. Non, mais moi, je vous laisse les 2 points. Je vous laisse les gérer et les auditeurs les gérer. Moi, ce qui m'intéresse, Oui, c'est l'analyse politique de ce monsieur qui bon, n'habite ça- pas en France, qui n'a aucun lien avec la France, qui s'est jamais rendu en France et qui vient de prendre il y a quelques mois le titre donc de président de la Ligue des États islamiques. Et Il moi, a je été le élu et par qui d'ailleurs? par le roi. Du Ah ouais, Maroc, bah. par le Mais, roi de- mais Tarek, C'est bien, ça. le pire, c'est que ces propos Vive la démocratie. ont toujours été tenus par des, Non, mais attendez, par des c'est- penseurs non, ou des théologiens en si France qui vous n'ont jamais eu permettez. des cours. Moi, ce qui Tarek, on m'intéresse- termine là-dessus, après on passe à Ce qui l'appel. m'intéresse profondément, ce n'est pas que les 2 idées qui ont été si très bien développées par Haussmann me posent problème. Ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un qui est saoudien, Oui. qui se fait Pourquoi il dit ça ici? Pourquoi qui se fait élire comme président de la Ligue des États arabes. Non mais Islamique, arabe, non mais désigné. Il n'a pas été élu. voilà. Ok. Bon, pourquoi cette phrase ne sort pas à la suite d'une réunion de Ouais. cette Ligue des États arabes, et quand il parlera en tant que président, ça serait une phrase Il est représentatif. non, et qui engage tout le monde. Et l'avantage Mais il y a un coup serait... d'État, il y a un Non, coup mais d'État en ce attendez. moment. Non, mais- MBS, il est en train non, de mais d'État. on avance, s'il vous plaît, politiquement. Et comme ça, quand il parle en tant que président de la Ligue à la suite d'une réunion, les 2 idées développées par Haussmann, on la replace dans les Oui, c'est débats vrai. idéologiques. Mais si ce monsieur qui n'a aucun lien vient dans le cadre de la préparation de la régularisation politique des relations entre l'Arabie Saoudite Et la France. et l'Israël, pas la France. Ils s'achètent une Vient virginité. à Paris, Ils sont en train de s'acheter une virginité visite sur le donc dos des une synagogue. musulmans. C'est dans Voilà. ce sens que je dis visite. Oui, oui, Ce j'ai matin, a compris. fait sa déclaration à Paris, et là, ça pose le problème. C'est-à-dire que... Et ça donne des arguments Voilà. aux islamophobes de tous Et- bords. et Voilà, moi, tu je vas reviens- s'en donner à je- chaque je- fois. Tarek, je- je Tarek, reviens d'accord. pour- L'Arabie je reviens pour me terminer. Saoudite s'est construite sur le dos des Arabes et des Maghrébins et des Africains. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite se refait une virginité sur le dos des musulmans. Elle pourra C'est- pas le faire, c'est mais moi, sadique ce et qui pervers. m'intéresse, Elle tente, c'est elle qu'on tente. a... Elle va y arriver. Vous êtes Non, quand non, même dur attends, avec... moi, ce que je C'est pour un avis, terminer après. la phrase, non, mais on n'a pas chacun son avis. C'est qu'aujourd'hui, nous avons la preuve tangente pour ceux qui pensaient que l'Arabie Saoudite ne faisait pas de l'islam avec la religion, la politique avec la religion et la religion avec la politique. Aujourd'hui, on a la preuve formelle qu'elle le fait. Parce que jusque-là, y compris des gens C'est que nous- indissociable. Non, mais l'islam est de la et non, politique. non, Ah ça bon c'est notre lecture. Ça c'est notre sûr. lecture. Ah mais, bon. mais on a Mourad, reçu des gens. Mourad. D'accord, Mourad. On a reçu des gens Mais ici. politique. Pourquoi- Mourad, Mourad. Et pourquoi non? Notez. Non, non, Elle est non, question on- de quoi, non j'en termine sur cette phrase. Oui, si vous me permettez. on termine parce qu'il faut qu'on avance, les gars. Non, hein, mais ça je passe vite. hein. termine sur ce point. Et nous avons reçu ici des gens de bonne foi, salafistes et autres, qui ont un respect extraordinaire pour ce qu'ils appellent la terre du prophète. Et donc tout ce qui se dit dans la terre du prophète est la seule vérité supérieure au Coran, si tu veux. Et quand aujourd'hui ce monsieur vient Ce qu'on à appelle les Paris- salafistes. Oui, et de bonne foi. Oui, Parce qu'il y a les des salafistes salafistes. de bonne foi et de- Et il y a les et takfiristes qui et sont voilà. autre chose. hein. Et quand vous avez quelqu'un qui, comme celui-là, vient dire le contraire de ce que l'arrière-arrière-grand-père des fondateurs de ce royaume a toujours dit depuis 1922 à aujourd'hui, ça interloque les esprits faibles, j'allais dire, mais ceux qui avaient cette vision du monde, que le voile Christophe, juste un n'est mot. pas une obligation religieuse, bah ça, ils n'ont pas attendu ce monsieur Tu sais, pour s'en convaincre. dans ce qu'on est en train de dire les uns les autres, je vais revenir à un propos que j'ai tenu, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. On est encore en train de se faire voler un vocabulaire et une sémantique. Oui. Parce que hier, parler de salafistes, alors que nous, en tant que musulmans, c'est ce que la noblesse du mot Oui. et de ce que l'on doit, nous, essayer de devenir d'être le plus proche possible de cette condition d'être salafiste. On se l'est fait voler ce mot. Donc salafiste c'était péjoratif. Après on s'est fait voler le mot Bah, jihad. l'islam est devenu péjoratif. Non, hein. mais on s'est fait voler le mot jihad. Oui. On n'est pas arrivé à le défendre. Ouais. Et maintenant, on est en train de se faire voler le mot takfir. Oui. Takfir, même si c'est peut-être connoté péjorativement, c'est pas un mot négatif. Mm. Et on est toujours, voilà, et on se fait voler, on avance. Bon, alors on va parler maintenant, et c'est ce qui nous vaut ta venue, mon cher ami Ousmane, de ton appel, un appel international, et tu préconises, ou en tout cas tu demandes à ce qu'il y ait une véritable stratégie de lutte contre l'esclavage dans le monde musulman. Pourquoi avoir choisi et ciblé en particulier le monde musulman, Ousmane ? Bah, tout d'abord, j'ai été comme beaucoup interpellé par rapport à ce qui se passe en Libye. Ouais. Pas seulement cette année, ça fait longtemps qu'il y a des soucis là-bas, mais les images ont quand même leur poids.
Et ça a suscité une vive émotion. Donc je me suis senti quand même obligé d'intervenir. Ouais. Et comme je le dis dans le texte, qui est publié sur ma page Facebook, sur mon blog, et repris sur par différents Saphir News sites, et sur plein de Saphir sites, News ou ma.com et autres, c'est de sortir de l'état d'émotion, d'émotivité, de réaction. Je suis sûr que d'ici 3 semaines, tout le monde va se calmer. Alors que les problèmes vont perdurer là-bas. Et donc, moi, je pars de cette analyse que, tout d'abord, dire que les Arabes sont des racistes, c'est aussi raciste que l'esclavage. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faut quand même dire qu'il y a un problème de racisme dans les pays du Moyen-Orient, dans les pays du Maghreb, et il y a aussi des problèmes de discrimination dans les pays du Sahel et d'Afrique subsaharienne. Et donc du coup, il y a un problème d'esclavage, de racisme, de discrimination et d'exploitation. Et c'est vrai de Dakar à Jakarta. Et que donc l'esclavage que nous voyons en Libye, à mon humble avis, il y a des causes sociopolitiques et géopolitiques évidentes qui sont là. On a quand même détruit un pays. Mais d'un autre côté aussi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du socioculturel qu'il faut régler. Parce que dans la conscience musulmane, l'affaire de l'esclavage et de son interdiction, c'est pas net. C'est pas clair. On étudie encore quand on étudie le droit musulman, des chapitres entiers sur la possibilité d'avoir des esclaves. Alors après, il y a quelqu'un qui va vous dire, oui, mais aujourd'hui c'est plus valable. Mais c'est plus valable parce que l'Occident, mine de rien, nous l'a imposé. Les pays arabes ont eu du mal, à un moment donné, à accepter l'idée qu'il n'y avait plus de... Je termine juste. Donc le sens de l'appel, il est de dire... Une précision technique. Non, d'accord, mais je vais finir. L'esclavagisme a été aboli en Tunisie 40 ans avant la France. Mais, donc vous retirez l'esclavagisme interdit par la Tunisie 40 ans avant l'Occident. Qu'est-ce qu'on a fait la société tunisienne? Je vous demande de lire par exemple un livre de mon ami sociologue Homero. Quand il a écrit un livre, je crois que ça s'appelle Porte de l'Islam ou quelque chose comme ça, où il indique clairement avec des données les problématiques que ça a créé cette interdiction et qu'on l'a contournée. Donc je reviens sur mon propos. Il s'agit d'engager un véritable travail, une stratégie de lutte efficace sur le plan intellectuel et philosophique et théologique bien sûr, et d'avoir un contre-discours contre le discours d'un certain nombre de religieux qui légitiment l'esclavage d'une part, d'autre part mettre en place une véritable stratégie d'éducation populaire, de mettre en place une charte signée par l'ensemble des membres de l'organisation de la conférence islamique, de faire un travail aussi de sensibilisation, notamment en Afrique de l'Ouest, sur les questions des castes, parce qu'il y a aussi une hiérarchisation féodale qui perdure là-bas, où certains ne peuvent pas épouser d'autres parce qu'il est issu de telle famille, autre, etc. Et d'aussi d'alerter, de faire un travail pour influencer la politique d'immigration de l'Union européenne, qui a une grande responsabilité dans cette affaire. C'est un appel et non pas une pétition, hein, Ousmane. C'est ça, c'est un appel. C'est un appel où je demande à ce que des savants, des intellectuels puissent se réunir, faire un contre-discours sur le plan théologique et philosophique à partir du Coran qui condamne l'esclavagisme et qui lutte pour la dignité et la restauration de la dignité humaine dans le monde musulman, qui mettent en place des structures d'éducation populaire au plus près des populations et qui travaillent effectivement à ce que nous luttions contre les différentes conditions socio-culturelles qui permettent à ce que ce genre de phénomène ait lieu. Alors pourquoi le monde musulman? Est-ce que ça veut dire que les autres pays ou les autres régions n'ont pas de racisme ou il n'y a pas d'esclavage? Bien sûr qu'il y en a. Mais j'ai ciblé le monde musulman parce que je pense que ici, si demain il y a un changement radical qui aura lieu dans le monde, elle ne peut venir que de cette région-là. Et on a des problèmes à régler là-bas de fond. C'est une espèce d'autocritique en fait que tu proposes. Oui, il faut s'autocritiquer parce qu'on peut pas condamner les autres et dire que les autres nous ont réduits en esclavage, c'est des racistes, ils nous aiment pas et compagnie, et continuer à nous taire sur nos propres tares. Il faut régler nos tares à l'interne et ne pas attendre que les autres le fassent à notre place. C'est ce que dit Éric Zemmour. Comment ça, ce que dit Éric Zemmour? Ce sont les propos d'Éric Zemmour. C'est-à-dire moi, je suis pas Zemmour. Non, mais sans vouloir non, au contraire, moi je trouve que ton propos est juste et j'y adhère. Et malheureusement, ce propos, ce discours est tenu par Éric Zemmour. Non, le propos d'Éric Zemmour, c'est pas ça. Le propos d'Éric Zemmour, c'est si ces gens-là sont comme ça, c'est à cause de l'islam. Non. Éric Zemmour a dit, et il s'est fait allumer, et je le défends pas, il a dit, l'esclavage, ok, vous nous le reprochez, sauf qu'avant, c'était vous qui le pratiquiez. Non, c'est faux. Voilà. Tout le monde pratiquait l'esclavage. Non, j'ai pas dit ça. Et il est là le problème, c'est qu'on a une vision tribaliste. Moi, j'ai une vision universaliste.
L'esclavage, je ne le prends pas en tant que parce que c'est un arabe qui l'a fait et je me tais si c'est un noir qui le fait. L'esclavage est un crime, un viol contre l'humanité, quel que soit l'auteur de cette Ouais, mais mais le problème, il est que Ousmane, on va reprendre la discussion qu'on a eue avant que l'émission commence. Ouais. Et on va essayer. Non, mais est-ce que déjà mon propos est clair? Oui, non, très clair. Moi, j'y Très bien. adhère. Il faut lutter contre l'esclavage, le racisme. Moi, les ce qui me gêne, musulmans. ce qui me gêne dans cette polémique, parce que c'est une polémique avant tout, quand même. Hein, d'accord. Non, moi je me sers de la polémique pour Non, faire passer alors mes idées. toi, tu nous dis, à très juste titre, moi, ça fait 2 ans que j'alerte la société Mais en au-delà. général. Ok. Ouais. Moi, je veux bien qu'on m'explique pourquoi aujourd'hui on aurait une émotion. On aurait une émotion concentrée sur ce qui s'est passé en Libye et qu'on oublie que en Arabie Saoudite, au Qatar, dans les pays émiratis, au Maroc, dans des pays quand même assez développés. Dans mon appel, j'en parle. Je vais, même les auditeurs ils ont besoin aussi d'avoir un autre avis. Pourquoi il y a un esclavage qui a une autre forme, qui est plus sournois et qui est plus vicieux parce qu'en plus il est diplomatique. Voilà. C'est quoi l'esclavage aujourd'hui? Alors l'esclavage, c'est quand tu exploites quelqu'un et que tu le payes pas. Donc ça veut dire que les salariés. Non, c'est quand quelqu'un n'est pas libre et il est obligé de travailler pour toi. Et en plus, alors quand tu vas au Qatar et qu'on te prend tes papiers à la frontière quand tu rentres et qu'on te dit on te les rend pas. J'ai fini. On a reçu Saad Hariri il y a une semaine. Ce monsieur doit 14 millions d'euros de salaire à des Français. Ouais. Qui ont travaillé 12 mois, 13 mois. Certains, pour certains, c'est des salaires qui représentent 150 000 euros. C'est de l'esclavage. Parce qu'ils ont travaillé. Attendez, mais vous êtes sérieux? Et pourquoi? Ils ont travaillé, ils n'ont pas été payés. Mais et on leur pas ça, disait, l'esclavage. ne Moi partez aussi, pas. j'ai travaillé, j'ai pas été Ousmane, payé, je n'ai pas un esclave. on leur disait, Je vous fais le chèque aujourd'hui. Ousmane, Ousmane, et on leur Ah disait, oui, c'est vrai que vous me devez de l'argent, vous. Et- Ne parlez pas de vous, en fait. et on leur disait, mais non, restez, finissez le chantier. C'est une forme d'esclavage. Oui, Arrêtez. non mais Mourad. Arrêtez, s'il vous plaît. Non, j'arrête pas. Avec cette affaire-là. Si, quand- Il y a un Attends, contentieux latent. les Bangladais qui sont exploités Non, en vous Arabie avez- Saoudite vous et tout, avez- Pardon. Il y a un ils n'aiment contentieux. personne, ceux-là. Il y a un contentieux vous- latent vous- CNN, entre c'est- arabes vous- et noirs sur cette affaire. Vous avez- Et je vois qu'à chaque non, fois. Si, non. Il faut l'aborder. Mais non, là, tu es en train de rentrer dans la catégorie des bassins, Bon. des MCD, Messieurs, tout ça, là, on se arrêtez. tait. J'aimerais juste avoir On est la des réaction frères, de il y a Tarek pas qui n'a pas pu d'antagonisme parler entre pour nous. le coup. Là. Non, D'habitude, il parle beaucoup le pas vendredi. d'accord Là, avec vous ça. lui coupez Non, tous mais la ce parole. n'est- Ce n'est pas que Tarek. c'est pas que je n'ai pas pu, c'est que j'ai pas voulu. Ces débats, Il laisse les jeunes coqs s'entretuer d'abord. ouais, c'est ça. Alors ces débats, en Vous fait, savez ce qu'on va faire, Tarek? Oui. On va Pub. mettre la pub Je maintenant suis d'accord. et on aura la On aura réaction de besoin Tarek des- Mami on aura besoin des justement sous, et à après, cet on peut- appel. une fois que les sous sont rentrés dans la caisse, on peut commencer à réfléchir. D'Ousmane Timera, donc réaction de Tarek Mami dans un instant et restez bien avec nous aujourd'hui. Ah, c'est une émission qui me plaît aujourd'hui. Là, c'est vivant, hein, c'est waouh. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami, avec Ousmane Timera qui est là pour nous parler de son appel qu'il a lancé, Mourad Goual aussi. Tarek, donc juste avant la pub, tu as écouté Ousmane nous présenter. Sagement et Oui, oui. lentement. Ah, bien sûr. Mm. Sagement et longuement, sans couper. Mm. Hein. L'appel, Contrairement à moi. contrairement à toi, oui, exactement. Donc l'appel que propose donc Ousmane Timera quant à dénoncer donc l'esclavagisme. Pas seulement dénoncer. Oui, non mais Il faut une stratégie de prendre lutte. conscience. De combattre, ouais. J'ai pas encore commencé à parler quand je suis coupé. Alors je Donc, Non, Tarek je Mami. rectifie parce que c'est important de savoir. Non, non, bien sûr. vous avez Tout le monde raison. dénonce. Oui. Moi, je propose. Bon, Tarek. Donc moi ce que je fais c'est que j'envoie les gens à lire cet appel et après chacun il en tire la conséquence. Je suis d'accord, j'allais dire sur 90% de cet appel, pas sur les 10%. Les 10% pour moi, c'est que d'abord il faut définir qu'est-ce que c'est aujourd'hui que l'esclavagisme moderne, parce qu'il y a effectivement plusieurs sortes d'esclavagisme. Il y a l'esclavagisme de peau, les noirs, les blancs, qui a été l'esclavagisme historique, qui heureusement aujourd'hui est en train de disparition. Cela veut dire qu'il n'est pas encore tout à fait disparu, y compris dans les sociétés occidentales, Ouais. et y compris aux États-Unis, pays aujourd'hui donc du libéralisme économique, où les classes, quand vous allez visiter les prisons américaines, vous allez le résultat de la discrimination. Et vous avez les autres genres d'esclavagisme, notamment l'esclavagisme installé légalement au Moyen-Orient, où dès qu'un travailleur foule les pieds au Qatar, aux Émirats, à Dubaï, en Arabie Saoudite, on lui enlève son passeport et là on regarde pas sa couleur. On ne sait pas s'il est blanc, noir, jaune ou vert, sauf si les cadres supérieurs venant d'Occident, c'est-à-dire américains, japonais et quelquefois français, qui ont un statut à part. Mais tous les ouvriers sont dans l'esclavagisme. Et donc cette double confusion dans l'esclavagisme humain classique du 18e siècle, en tout cas jusqu'au début du 19e, et l'autre esclavagisme se fondent. Ce qui le fait ressortir aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Libye.
ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Libye, ce n'est pas de l'esclavagisme dans le sens où les blancs arabes vendraient les noirs africains, parce qu'on a aujourd'hui découvert que parmi les personnes vendues sur ce marché-là, il y avait des noirs et des blancs marocains dans le lot. Donc ça dépasse la question de couleur. L'autre question qui est la question de l'esclavagisme institutionnel dans le monde arabe, l'islam est venu donc se battre contre, puisque celui qui libère un esclave a le plus grand des degrés de hasanat pour parler religieux, mais vous avez aujourd'hui un esclavagisme financier que fait les gens ne regardent pas si le mec ou si la dame est noire ou blanche. Les gens sont aujourd'hui des instruments de vente. Et ce que je ne souhaite pas, c'est passer ce message qui passe un peu dans les 10% du discours de Osman sur le fait que les Arabes seraient, j'allais dire, plus esclavagistes que d'autres que les Blancs. Je dirais aujourd'hui que les esclavagistes, qu'ils soient arabes, blancs, occidentaux ou tout ce que vous voulez, c'est à peu près les mêmes degrés dans les mêmes sociétés. Ce qui manque par contre, ce sont les luttes à l'intérieur des sociétés dites arabes et musulmanes contre ces phénomènes dont la tradition a pris le dessus sur la religion et sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui les droits de l'homme. Moi je suis content, et je vous ai envoyé les deux informations, cher Christophe, d'être à la fois à côté d'Osman et contre lui dans cette position. La première, c'est cette vente de citoyens marocains blancs dans le lot. Et la deuxième, c'est qu'il y a eu hier et aujourd'hui en Tunisie des manifestations des Tunisiens en Tunisie contre l'esclavagisme qui se passe en Libye. Donc, c'est en train de faire beaucoup de bruit d'ailleurs en Tunisie. Tout à fait. Et donc tout ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours aller à l'essentiel, parce qu'il faut choquer dans le sens positif du mot les gens. Mais c'est paradoxal parce que les Tunisiens ils souffraient énormément à l'époque de Kadhafi lorsqu'ils travaillaient en oui, mais Libye, en tant qu'esclaves ils étaient maltraités aussi. Ils étaient esclaves blancs, mais ils étaient pas esclaves maltraités, les Tunisiens. Et c'est ça la différence. Mais quand on fait un texte de base très important, la nuance a aussi sa place, parce que pour ceux qui ne lisent que le titre, et pour ceux qui sont déjà un peu islamophobes ou un peu anti-arabes à la base, ils peuvent même utiliser ce genre de texte écrit de bonne foi comme un instrument de lutte et le retourner contre Israël. Ça veut dire qu'ils l'auraient pas lu. Ça veut dire qu'ils l'ont pas lu. Ousmane, ton appel aujourd'hui, tu l'as lancé, mais en fait, comment tu veux le matérialiser? Comment il doit se constituer? À quoi il doit ressembler? Et vers quoi il doit aller? Premièrement, avant de répondre là-dessus, moi je vous remercie pour déjà, nous sommes tous d'accord pour dire que quelle que soit la forme, on est contre. Quelle que soit la forme, un être humain qui est soumis à un être humain, c'est vraiment détruire notre humanité à tous. C'est le minimum sur France Maghreb 2 quand même. Oui, mais parce qu'on peut pas se battre. On peut pas se battre. C'est bien de rappeler les principes. On peut pas se battre contre ceux qui nous renvoient dans nos 15 mètres et agir exactement de la même manière que contre d'autres. Oui. On serait pas logique. Et on en connaît beaucoup qui se comportent comme ça. Donc moi déjà, il faut parler de ce principe-là. La question n'est pas de arabe ou noir ou musulman, pas musulman. La question, c'est au nom des valeurs universelles, en tout cas auxquelles moi je crois. Enfin, pardon, l'appel, tu vises quand même le monde musulman. Donc je vise le monde musulman. C'est pour ça que j'appelle à la nuance. La question, non, il n'y a pas de nuance ici à faire. Il y a dans le monde musulman. Non, mais si vous dites dans le monde musulman, il y a une minorité. Il faut que vous me laissiez finir, oui, sinon tout à j'arrête. fait. Non, mais moi, je vous ai pas coupé. Moi aussi. Non. Je vous ai pas coupé, là. Donc, vous êtes d'accord ou je prends la parole? Allez-y, Mourad. Mais la minorité. Excusez-moi. Dans le monde musulman ne représente pas la majorité. Excusez-moi. Il faut laisser finir. Excusez-moi. Quand vous lisez l'appel, vous comprendrez qu'il y a pas de. Je tiens pas à un discours dire tous les musulmans sont des racistes, sinon ou des esclavagistes. Moi, je suis musulman. La question, elle est pas là. La question, elle est qu'il y a dans le monde musulman. Je ne dis pas la terre entière. J'ai pas les capacités de parler à la terre entière. Je pourrais le faire un jour, mais là, pour l'instant, il y a quand même dans le monde musulman que je connais un problème sur le plan religieux, théologique et philosophique sur la question de l'esclavage. C'est pas quelque chose de clair. J'entends beaucoup de personnes, regardez même sur Internet ou même dans les livres, l'esclavage, c'est pas si interdit que ça. L'islam, attendez, j'ai pas fini. Ça, c'est un premier élément. Tu te disperses. Deuxième élément. Non, je me disperse pas. C'est vous qui me laissez pas terminer. Donc, il y a un problème d'ordre symbolique, culturel et théologique qu'il faut régler. Si de Dakar à Jakarta, en passant par le Maghreb, en passant par le Moyen-Orient, il y a quand même un problème sérieux au niveau du respect de la dignité des hommes. Tu crois que les Libyens Pardon. se font esclavagistes parce qu'ils sont musulmans? Pas du tout. Non, j'ai pas dit ça. Est-ce que j'ai dit parce qu'ils sont musulmans? Ben tu parles de notion de en l'occurrence,
C'est dans le monde musulman que ça se passe. Et nous, en tant que musulmans, on doit s'autocritiquer et faire un travail de réforme. C'est de ça dont je parle. D'accord, mais après... Donc, attendez. Non, mais ce qui me dérange dans vos propos, et je vais le dire comme je pense, c'est, et en l'occurrence, c'est vous qui faites comme Zemmour. Quand on dit qu'il y a un problème de racisme chez les Français, en France, on ne dit pas que tous les Français sont des racistes. Et il faut savoir le dire qu'il y a du racisme en France. Ça ne veut pas dire qu'on insulte tous les Français. Non, on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'esclavage. Attendez, j'ai pas fini. L'esclavage, comparer et dire, quand on parle à des gens comme Alain Finkielkraut ou d'autres, quand on dit qu'il y a des problèmes avec de racisme, ils nous renvoient immédiatement. Ouais, mais attention, les Arabes, ils ont fait de l'esclavage aussi. Je lui dis, mais attends, mais on parle pas des Arabes là. On parle de ce que l'Occident a fait. Attends. Et parce que Finkielkraut, il est un avis, faut pas que j'ai un autre avis, moi. Non, et même s'il nous ressemble. En fait, là, on se comprend pas, en fait. Moi, je vous parle qu'il y a de l'esclavage dans le monde musulman. Et qu'il y a un contentieux quand même mine de rien, entre les Arabes et les Noirs. Il y a ce phénomène qui est là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'esclavagisme. Là, vous me parlez, c'est de l'esclavagisme. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Parce que pour que l'esclavagisme existe, y compris sur le plan juridique, il faut qu'il soit institutionnel. Il y a de l'esclavagisme. Il n'y a pas besoin d'institutionnaliser l'esclavage. Il suffit qu'une personne soit soumise à une autre personne et qu'elle n'ait pas les moyens de s'en sortir. D'accord. Donc j'ai pas terminé. Non, mais on tourne en rond là. Non, on tourne pas en rond, faut que vous me laissiez finir. Ouais. Parce que ce que je veux dire tout simplement, c'est que pointer le monde musulman, ça n'est pas aller dans le sens des racistes et autres. Je m'en fiche des racistes. Il y a des choses à réformer chez nous les musulmans. Il y a de gros problèmes chez nous les musulmans. Dans l'univers mental. Quand on pointe dans l'univers mental. Non, dans l'univers mental, politique et social. Voilà. Et sociétal. Vous êtes en train de me dire qu'il faut qu'on mange à dire... Attendez. Quand on pointe, non, c'est pas une émotion, hein. Il y a nécessité. Non. Il y a nécessité, si j'élève la voix, c'est pas contre toi. Il y a nécessité à un moment donné d'aborder le problème de façon froide, de faire un travail sur les consciences à partir des sources, pas contre l'islam, avec l'islam. D'accord, mais après, premièrement, contre un certain nombre, je le matérialise, je suis en train de le dire. Il faut construire un contre-discours, mettre en place une plateforme internationale qui accueille les différents intellectuels et penseurs et théologiens qui peuvent sortir une interprétation nouvelle là-dessus. Du monde musulman. Troisièmement, ça a déjà été fait en 2005. Troisièmement. Non, mais ça a déjà été fait. J'ai pas terminé. Par la Ligue, par la conférence islamique. Écoutez, un texte a été publié en 2005. Apparemment, c'est pas très efficace. Oui. Et c'est pas terminé parce qu'il s'agit de construire un discours d'une part et les possibilités politiques de sa réalisation à travers un travail d'éducation populaire, un travail aussi au plus près avec différents partenaires pour faire un travail de libération comme le Coran l'a fait. C'est-à-dire, il faut donner la libération au niveau spirituel et intellectuel et théologique d'une part, et au niveau économique et politique. Et ce travail doit se faire dans tous les endroits possibles. Mais donc, il s'agit de ne pas seulement dénoncer, il s'agit de mettre en place un certain nombre d'actions qui permettent d'évoluer dans le bon sens. Mais Ousmane, ton discours il est ambigu parce que ambigu. Lisez le texte alors. Non, mais déjà Mourad, il faut le lire. Tarek, lisez le texte. J'ai pas besoin de le lire pour donner un avis. Le texte qui condamne l'islam a été fait. Aujourd'hui, ce qui manquerait peut-être pour être concret, c'est de l'inclure. Moi, je connais pas ce texte. Non, mais Tarek, Tarek, on ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord sur le fond avec lui. C'est impossible. Bah voilà. On est d'accord. Alors, quel est le problème? Moi, je te mets un bémol et je te dis attention, Ousmane. Je ne veux pas qu'on dérive vers un conflit larvé parce que ça existe dans les quartiers. Il existe déjà. Entre Maghrébins. Il faut en parler. Non, alors, mais pas dans le même débat, parce que c'est c'est pareil. Ah non, là, tu dis, non, c'est où tu dis, non, où tu parles d'esclavage. Le fond de l'affaire est raciste. Ousmane, il y a du racisme. Non, les Libyens, d'abord, il n'y en a pas en France, donc tu peux pas imposer. Mais je parle pas de la France. Non, il y a l'esclavagisme en France. Non, parce qu'il y a 2 ans, on parle du monde musulman, Maghreb et, Ton propos, il y a 10 minutes, quand tu as commencé ton propos, tu as parlé aussi d'opposition Maghreb-Afrique. Oui, il faut l'éviter. Moi, je suis africain. Aborder le problème. Moi, je suis africain, j'ai peut-être plus d'affinité, j'ai encore peut-être plus d'amour, tu vois, j'ai pas faire comme les Français qui disent mais j'aime le couscous, je suis pas raciste. Moi j'ai une fibre peut-être plus africaine que maghrébine. Mais il s'agit pas de toi. Et je vais te dire un truc. Il s'agit d'un phénomène. Je te parle. Non mais je vais aller jusqu'au bout de mon propos parce que je vais reprendre. Je vais englober ce que tu as dit. Et ce que tu dis de manière un peu insidieuse même. Insidieuse. Non, moi je vais dire du racisme entre les Arabes contre les Noirs. Moi quand mes frères sénégalais me disent on en a marre de suivre l'islam des mosquées de France où ce sont des Algériens ou des Marocains qui très souvent ne connaissent rien à la religion, de prier derrière eux, j'en ai marre. Ok, prenez les rênes, commencez à faire vos mosquées et on priera derrière vous, je m'en fous. Ça me gêne pas de prier derrière un Sénégalais, je suis fier à la limite.
Moi, je vois pas pour moi, je suis musulman. Je suis pas sénégalais, je suis pas algérien, je suis musulman. Pour moi, c'est clair, et je suis africain après. D'accord. Cette identité chez moi est très enracinée. Ouais. D'accord? Moi, je veux pas tomber dans le panneau de ce qu'on a vu avec Bassem, avec MC Gabin, avec tous ces youtubeurs qui ne vivent qu'à travers des vidéos mais qui sont au RSA, à chercher un antagonisme entre maghrébins, africains. Et on a vu ce que ça donne. Ouais. C'est ensemble qu'on doit travailler. Tu vois, un gars comme Bassem de Lyon, le mec, c'est un fumeur de shit, c'est un multi-récidiviste judiciaire, il est à la religion, alors, ce qu'un musulman moi, ne je fout. connais pas, je suis pas au courant Ouais, de tout ça, moi. mais ce bonhomme avec un bracelet, c'est-à-dire en étant coincé chez lui, il est arrivé à envoyer 200 gamins dans une boîte de nuit pour interdire un concert de Booba parce que Booba parlait de beurette. Ouais. Tu vois, on est dans ce délire en ce moment. Tarek, mais on Tarek, est pas vous avez dit là-dedans. quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé pour Non, en mais tes finir propos, ils vont là-dessus. dans ce sens, Pardon, c'est ça. pardon, messieurs. Tarek, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure, juste pour en finir parce qu'on a un autre sujet très important à aborder par rapport à une décision du Conseil d'État. Non, la Cour de cassation. La Cour de cassation, pardon, autant pour moi, qui a cassé d'ailleurs un licenciement d'une femme. Voilà, on va en parler dans un Qui est instant. vendu dans la presse comme une victoire de la société Métropole. Oui, absolument. Tarek, vous avez dit l'esclavagisme, l'esclavagisme n'existe pas dans le monde arabe? Oui, Non, institutionnellement. sous quelle forme il existe, en fait, c'est ce qu'il non, dit. mais dans le monde arabe, la Tunisie a Non, été... la Tunisie n'est pas le monde arabe. Attendez, mais je vous explique. La Tunisie a été le premier pays qui a aboli l'esclavagisme 40 ans avant la France. Oui. Par la suite, aujourd'hui, le dernier pays qui a officiellement aboli l'esclavagisme, c'est la Mauritanie en 1975. Et en Mauritanie, il n'y a pas d'esclavage? Non, mais moi je parle droit et vous parlez société. Mais Et c'est donc- la On parle de débat. faits, il parle de faits. Moi, Non, je oui, non. moi, je Dans suis les d'accord faits, il n'y a avec pas d'esclavage en Voilà. Mauritanie? Non, attendez. Et il reste aujourd'hui de l'esclavagisme dans le sens global en Mauritanie et dans le sens particulier dans tous les pays du Golfe qui vous retirent votre identité, donc votre papier, votre Donc, il y a de passeport, votre l'esclavage. papier. Non, alors, il y a cet esclavage-là, mais cet esclavage, par exemple, on a dans le Moyen-Orient, il n'est pas fait par les Arabes contre les Noirs. Non, c'est il pour est ça. fait contre les Asiatiques là-bas. Oui, Il n'y a non, pas assez de non, noirs là-bas. Non, mais c'est pour ça, c'est Ah. pour ça qu'il faut Donc c'est pas c'est des non-arabes. Non, c'est pas ça, pour ça. C'est pour ça qu'il faut expliciter qu'est-ce que c'est que le mot esclavagisme aujourd'hui au XXe siècle. Non. Qui est différent de l'esclavagisme des Blancs ou des Arabes contre les Il n'y Noirs. a aucune différence, mon ami. Alors, est-ce que Non, moi je vous là, pose une si, question. si, Tarek, si, c'est un si. débat Alors, byzantin Tarek, là non, qu'on est en c'est train pas de faire Tarek, mais là. arrêtez alors. Je peux poser une question à tous les deux. Vous êtes sérieux? Non, mais attendez. Alors, l'esclavagisme jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était l'avant des Blancs, des Noirs par les Blancs. Stop et fin. Et quand dans le lot. C'était pas par les Arabes aussi? Non, Ah, je- si, oui aussi. mais qu'est-ce que je dis? Et les Égyptiens et tout. Ah bah, vous- Ah vous- non, vous- mais moi, pour moi, les Arabes sont pas des blancs. Non, mais ils sont blancs. Oui, Bon, ils sont blancs. On parle en- Voilà, ils sont blancs. anthropologiquement, C'est comme le voilà. pharaon. Oui, bon. C'est comme le pharaon, si vous Vous voulez. Et les Tarek, noirs. il est au oui. milieu, Tarek. Non, mais je termine là. La définition de l'esclavagisme jusqu'à la fin du 19e siècle et jusqu'à 1960, pour faire simple, aux États-Unis, c'est que le blanc exploite le noir de couleur. Oui. Aujourd'hui, Et donc, aujourd'hui, l'esclavagisme Il est n'est pas ça. économique. Et il est celui-là, plus l'exploitation du plus riche. oui. Du Mais plus ça, pauvre on est par le tous- plus on est riche. tous- Voilà. on est Donc, tous d'accord. Je sais pas si cette définition est dans le texte, j'irai le lire tout à l'heure. Non, moi je rentre pas dans cette Ah non, définition. bah, moi. oui. Bah, c'est Non, vous. non, non. Alors- Moi je parle, pardonnez-moi. Non, mais Juste- Je excusez-moi. parle du Non, fait de vendre, de prendre des gens Oui, et noirs. de les vendre. Alors, parce Non, qu'ils non, sont attendez, noirs. attendez. Non, parce qu'ils sont noirs. Non, pas seulement parce qu'ils sont noirs. Écoutez Voilà. ce que je suis en train de Non, dire. non, mais je veux dire L'esclavage, votre quoi texte. qu'il en soit, Non, mais attendez. que ça soit de la part d'un noir, d'un martien ou autre chose, l'esclavage est Alors, interdit. Ousmane, Là, en l'occurrence, dans le monde musulman, il y a quand même des réminiscences. Ousmane. Quand on fait soi-disant le djihad, on réduit des personnes, des yézidis et autres, en Ils esclavage. sont pas noirs. Attends, Osman, donc, pourquoi- mais je me pourquoi- concentre pas sur le noir, Osman, moi. Osman. Je me concentre Attends, sur le moi. racisme, la discrimination, l'esclavage Votre- et l'exploitation dans le monde musulman. Et je dis aussi en même temps qu'il y a un certain racisme dans le monde arabe envers les noirs. Ça, faut le dire. Et le fait que vous n'osez pas le dire ou que vous noyez le On le poisson. dit. Non, C'est pire que À ça, chaque fois c'est qu'on un en parle, complexe. vous C'est parlez pire. du racisme Non, des non, blancs non, et des non. français. Et je vais Alors, répondre. Il faut en c'est- parler non. pour régler le problème. Alors, comme Osman, les auditeurs non, comme ça, c'est Et moi, extraordinaire. je ne Non, dis mais pas c'est non ex- plus que alors, du côté non, des noirs, il n'y a c'est- pas de non, racisme. Non, Arrête. c'est extraordinaire. Sans- parce Il y a que quand même un... vous Alors- posez les questions, ils vous donnent les Non, non, réponses. oui, bah oui, Donc, c'est mon pas un propos. non, mais Non, c'est non. pas un C'est débat. extraordinaire. Alors, Moi, excusez-moi. Tarek, juste en conclusion. Dans le débat, aujourd'hui, il faut dénoncer l'esclavagisme, quel qu'il soit, par qui que Et ce le soit. racisme. Non, c'est un complexe de Moi, supériorité. mon ou d'infériorité, voilà. appel, c'est contre l'esclavage, le racisme, Alors- la discrimination alors, et Ousmane, l'exploitation Ousmane, dans le monde musulman. Est-ce que dans ton appel, Et je dis est-ce qu'il y que- a un fond culturel et théologique qui permet de légitimer ça. alors Ousmane, Elle n'en est pas la cause, mais elle la légitime. Alors, Ousmane- Et il y a des causes socio-culturelles contre lesquelles il faut lutter. Et si vous voulez la paix entre noirs et arabes Pourquoi il y a du pas la monde, paix Il y a pas du la monde paix musulman, laissez-moi finir. il n'y a pas la paix. Il y a un contentieux.
Tu vois, tout à l'heure, ce que je disais, je le dis. Tu le confirmes. Moi, Voilà. je le dis. Donc, il y a un tu es contentieux. dans la lignée des Bassem et des MC Gabin, si voilà. vous voulez. Il y a un contentieux. Bravo le niveau. Pardonnez-moi, il y a un contentieux. Il y a un contentieux. Tu as un contentieux. Qui existe. Nous, on n'en a pas. D'accord, mais laisse-moi finir. Il y a un contentieux dans le fait que il y a à un moment donné un certain racisme dans le monde, dans le monde arabe envers les noirs, et ça existe. Ça veut pas dire que tous les arabes sont des racistes. On est racistes entre nous, déjà, entre. Non, mais la question n'est pas là, mais ça veut rien dire. C'est pas du même Il village. faut lutter contre ça. Je souhaite apporter Il la faut lutter contre ça. Alors, juste en guise de conclusion, ce que t'en passes, Tarek. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Est-ce que ça va être compliqué, ça. Est-ce que vous avez protesté sur ce site qui fait votre texte et qui ne met que des personnes noires comme photo d'illustration? Est-ce que pourquoi je protesterais? Parce que quand on voit cette image, c'est leur ligne éditoriale. Non, moi c'est le texte qui m'intéresse. Non, c'est votre ligne éditoriale, parce que quand on va sur un site et qu'on voit des photos où il y a que des personnes noires, mais c'est en l'occurrence par rapport à la Libye. En l'occurrence, c'est Ouma.com. Allez les voir. Moi, j'en ai affaire. Alors, j'ai posé moi, je vais poser une question. Non, stop. La confusion intellectuelle. Je vais poser une question. Allez-y, mais la confusion intellectuelle ne peut pas être acceptée. Accepter le fait que ce sont des noirs qui ont été vendus en esclaves. Oui. Maintenant, vous êtes en train de dire qu'il y a des Arabes. Non. S'il y a des Tunisiens et des Marocains, c'est encore pire. Non. Ça veut dire qu'il faut même plus de distinction, il faut lutter contre ça. Et moi, c'est pas en tant que noir que je m'exprime. C'est en tant qu'être humain qui a des valeurs musulmanes et qui s'adresse au monde musulman. Ousmane, on va s'entendre un peu. Est-ce que demain, tu es invité à la télévision, est-ce que tu vas arriver à élargir ton propos, non pas qu'aux simples ressortissants d'Afrique Sahel, d'Afrique du Sahel ou subsaharienne? Est-ce que tu considères que t'as lu mon texte? Non, mais attends, je vais te poser une question. Je te pose une question. Je la vois venir, en fait. Non, parce que depuis tout à l'heure, tu tournes autour du même sujet. Oui. Est-ce que lutter contre l'esclavage et le racisme et la discrimination dans le monde musulman? Est-ce que on peut considérer, est-ce que tu peux dire oui, ce qui se passe au Maroc au niveau de l'esclavage, des jeunes filles qui sont exploitées par des familles riches, qui sont achetées à leur famille, qui sont déportées dans les grandes villes, qui travaillent jusqu'à l'âge de 13 ans sans être rémunérées au service de la famille, qui dès 13 ans, dès qu'elles ont des corps de femmes, sont violées et se retrouvent ensuite jetées à la rue, qu'elles deviennent des prostituées. Elles ont rien demandé, ces filles. Est-ce que ces filles-là, on peut en parler? Est-ce que pourquoi de personne ne s'en pas lu mon texte? Est-ce que tu en parleras alors si demain un micro te donnait à la télé? Tu n'as pas lu mon texte. Si tu avais lu mon texte, tu as dit non. Tu dirais ça. Tu viens de dire non. Non, monsieur Tariq, vous pouvez le mettre au premier paragraphe. Parce que c'est directement. C'est ce premier esclavage. C'est ce premier esclavage que j'invite les auditeurs à lire le texte. Mais je trouve honteux. Je trouve honteux les excuses à 2 balles que vous êtes en train de me balancer ici. Mais c'est toi qui ramène le fait les Maghrébins n'aiment pas les Noirs. Mais ça n'engage que toi. J'ai dit il y a du racisme. Ça n'engage que toi. Il faut le régler. Non. Mais mon propos. Dis je pense qu'il y a du racisme. Ne dis pas il y a du racisme. Je pense il y a du racisme. Non. Ben moi je te dis que non. Bah si tu veux. Et je te dis que tu te mets au niveau de Bassem et d'MC Gabin et c'est pas valorisant pour toi. Non. Il faut aborder le problème dans tout le monde musulman. En Afrique de l'Ouest, il y a de la discrimination entre noirs. Et au nom de l'islam, il faut lutter contre ça. Au Moyen-Orient, il y a de la discrimination contre tous ceux qui sont non arabes et qui sont des asiatiques, voilà. Qui sont traités comme des chiens. Et il y a du racisme de la part dans le Maghreb. On est d'accord. Pas tous les arabes. Il y a du racisme, un phénomène de racisme dans le Maghreb envers les noirs. Il faut le régler aussi au nom de nos valeurs communes. Si c'est et tout ne ça, pas s'attendre que d'autres. Mais depuis tout à l'heure, de quoi on parle? Je relève que depuis tout à l'heure de quoi on parle, mes amis. Quand on vous parle de ça, vous dites les États-Unis. Non, mais ça dépend. Il faut définir bien l'esclavisme. Tu réécouteras l'émission et tu verras tes propos. Mais c'est honteux ce propos. Non, tu réécouteras l'émission. Il faut lutter concrètement contre ça. Je relève. Excusez-moi. Je relève dans le texte qui est devant moi que entre les discours que vous tenez à la radio que je soutiens à 100% et le texte écrit. Et c'est quoi ça? Cette question dépasse le cas extrême de ce qui se passe en Libye. C'est un problème global. C'est un problème. C'est un problème global qui exige une réponse globale. En effet, de nombreux pays majoritairement musulmans, notamment du Maghreb, du Moyen-Orient et du Sahel, sont concernés. Sont concernés. Donc je dis Maghreb, Moyen-Orient et Sahel, et j'entends par Sahel, Afrique subsaharienne, je le dis en bas, sont concernés par les phénomènes d'esclavage, de racisme, de discrimination et d'exploitation envers les Noirs, les étrangers, les enfants et les femmes. De quoi on parle? Il y a des choses que je vois pas, mon analyse politique. C'est extraordinaire. C'est qu'est-ce qui a l'Algérie, la Tunisie, où il y a quasiment pas toutes ces choses-là, tu les mets dans le... Il n'y a pas de femmes et d'enfants là-bas? De l'esclavage d'enfants en Algérie, en Tunisie. J'ai parlé de quoi? J'ai dit racisme, discrimination, exploitation des enfants. Non mais écoute, est-ce qu'il y a de la discrimination et du racisme? Alors, s'il vous plaît, stop, Tarek. Juste en guise de conclusion. Alors, en guise de conclusion, à mon sens, ce texte, j'allais dire, il est excessif
parce qu'il est concentré sur une zone géographique. Oui, le monde musulman, il faut réformer le monde musulman. Excusez-moi. Alors que le phénomène est un phénomène mondial du libéralisme et de libération, donc de ces capitaux et d'exploitation, et que quand vous allez acheter tout à l'heure pour votre fils ou votre enfant un ballon qui va coûter 2 € de côté de la rue de Belleville, les 2 €, c'est le petit enfant chinois, lui qui l'a fabriqué, n'a pas été payé. C'est extraordinaire. Bien sûr. Donc, Deuxième chose, c'est que je ne vois pas de référence politique à ce texte, parce que référence politique, c'est-à-dire l'élément déclencheur de ce qui vient de se passer. Mais lisez le texte, vous l'avez pas Mais lu. je l'ai lu. Mais j'en parle après. Je trouve pas le mot. Et les causes géopolitiques et sociopolitiques, Je trouve la pas- politique la politique d'immigration de l'Union européenne. moi, Vous l'avez pas lu. Je l'ai lu. Non, vous l'avez pas lu. C'est Arrêtez. pas grave, vous avez Voilà, toujours- reste là. vous Vous l'avez avez pas raison. lu. Non, vous l'avez lu. Mais c'est honteux que ce problème pourra pas être réglé. Hein. Si. Parce que à un moment donné, non, il pourra pas être réglé Mais parce qu'il y a un arrêtez ça. déni. Non, il n'y a pas de déni. Ah, il n'y a pas de déni. Y a Mais on te dit que c'est Vous pas parlez pareil. des autres personnes. Mais parce que tu nous dis non, mais aux parce que tu dis États-Unis. que c'est un problème maghrébin. Dans un instant, messieurs, Ousmane Temera, Tarek Mami, Mourad Goual, on va terminer en musique sur France Maghreb 2 parce que la musique adoucit les mœurs. À tout de suite sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 qui est très très agité, même en antenne, avec Ou ceux Ousmane qui se Temera, battent Tarek justement Mami, dans les Mourad Goual. structures Tarek, arabes pour qu'ils passent à Tarek, vie. Oui, cher. stop. Malheureusement, Temps on mort, n'aura Tarek, pas le ça temps y est, de parler. On en reparlera si vous voulez bien lundi. Je vous appellerai Tarek pour qu'on parle exclusivement de ce rendu de justice par rapport à, Je suis plus au fait effectivement que le conseil de cassation effectivement est cassé un petit peu le fait que le prud'homme par rapport à un licenciement d'une dame qui travaillait dans une société. C'était un événement, ça y est, le premier Voilà, on en obligatoire. reparlera en détail. Moi, j'avais envie Non, mais simplement c'est qu'on pas ce que termine. dit la presse. La presse a Non, dit mais le contraire. le président de la Ligue islamiste dit que le voile n'est plus obligatoire, donc c'était un non Ah oui, événement. ouais, On en ouais. parle plus. Tarek, j'avais envie qu'on termine en musique cette émission. Je suis désolé pour les auditeurs, mais là, voilà, il faut vraiment qu'on termine en musique parce que sinon, on va pas s'en remettre du week-end là. Le 23 novembre 2013, donc il y a aujourd'hui 4 ans, une grande voix, une grande chanteuse s'est éteinte. Elle avait moins de 40 ans. Et quand les voix des chanteurs et des chanteuses s'éteignent, c'est à un âge, j'allais dire presque normal pour aujourd'hui, donc 60, 70 ans. Sauf que cette jeune fille tunisienne a sillonné le Maghreb, l'Algérie et le Maroc, puis longuement elle s'est installée en Libye, avant d'aller s'installer en Égypte, en pensant donc que l'Égypte est, comme on dit en langue arabe, la mère du monde arabe, et qu'elle allait faire une carrière extraordinaire qu'elle a commencé à faire. Cette chanteuse s'appelle Dhikra. Dhikra en arabe c'est souvenir. Et c'est une très belle voix émergente dans le monde arabe. Malheureusement, dit-on, des problèmes de jalousie ont fait que son mari l'assassine, l'exécute dans son salon, parce qu'elle commençait à prendre beaucoup d'importance dans le champ de la musique, donc beaucoup de tournées, donc beaucoup de contacts avec des hommes, donc beaucoup de jalousie. Et le jour où l'information est tombée dans le monde arabe, en Égypte d'abord, et au Maghreb ensuite, ça a été une espèce de, de catastrophe psychologique et d'émotion. Alors, elle a plusieurs chansons, dont la plus belle, et je pense que c'est l'une des dernières, si c'est pas la dernière, qui s'appelle Yom Lik ou Yom Alik, c'est-à-dire une journée en ta faveur et une journée contre toi. Et certains expliquent que c'est la dernière chanson qu'elle a écrite pour son mari, qui voulait donc l'accaparer et en faire quelque part son histoire personnelle. Elle n'appartient qu'à lui, alors qu'elle commençait à appartenir à ses fans. Et on va écouter donc un extrait de 2 minutes juste pour le plaisir de la voix. Et hier donc un film qui a été tourné en son honneur a été projeté. L'étoile filante. L'étoile filante. Et Christophe a reçu la réalisation. On écoute la voix, on écoute surtout pour les arabophones les paroles, avant peut-être qu'on ait une libertad. Là, on n'aura pas le temps, non, ça c'est mort. Voilà. Donc alors on termine. Et d'ailleurs, je vous salue messieurs parce qu'on va terminer en musique. Voilà. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble. Pour mieux vivre ensemble.